Normalement, lorsque Bastien ouvrit les yeux, après avoir dormi longtemps d'un sommeil profond dans la fleur géante, il vit encore au-dessus de sa tête la voûte noire et veloutée d'un ciel nocturne. Puis il s'étira et fut satisfait de sentir dans ses membres la force merveilleuse. Un nouveau changement venait de se produire en lui sans qu'il s'en rendît compte. Son vœu de devenir fort s'était réalisé. Quand il se leva et jeta un coup d'œil par-dessus le bord de la fleur géante, il constata que Perlin avait petit à petit cessé de s'accroître. L'aspect du bois de la nuit n'avait guère changé. Bastien ne savait pas que c'était en rapport avec le fait que son vœu venait d'être exaucé, et qu'il avait en même temps perdu le souvenir de sa faiblesse et de sa maladresse. Il était beau et fort, et pourtant cela ne lui suffisait pas vraiment. Être beau et fort, cela n'avait de valeur que si l'on était aussi endurci, coriace, comme un guerrier spartiate, ou comme Atreyu. Mais sous ces arbres lumineux où l'on n'avait qu'à tendre les mains pour cueillir des fruits, les occasions étaient rares. À l'est, les premières lueurs nacrées de l'aube commençaient à rosir l'horizon de Perlin, et plus il faisait clair, plus la phosphorescence des plantes nocturnes pâlissait. Bien, songea Bastien. Je me disais déjà qu'il ne ferait plus jamais jour. Il s'assit et réfléchit à ce qu'il avait maintenant envie de faire. Il pouvait, certes, en tant que maître de Perlin, se frayer des chemins là où il le désirait. Il pouvait passer des jours, des mois, peut-être des années à explorer son domaine. La jungle était beaucoup trop vaste pour qu'il ne trouve jamais le moyen d'en sortir. Quelle que fût la beauté des plantes nocturnes, ce n'était pas à la longue ce qu'il fallait à Bastien. Ce serait tout de même autre chose de traverser, par exemple, un désert, le plus grand désert du pays fantastique. Oui, voilà au moins une chose dont il y aurait lieu d'être vraiment fier. À l'instant même, Bastien sentit qu'une violente secousse traversait toute la plante géante. Le tronc s'inclina. On entendit un froissement et un bruit d'éboulement. Bastien dut se cramponner pour ne pas rouler hors de la fleur qui, à force de se courber, était maintenant à l'horizontale. La vision du bois de Perlin qui s'offrit à lui était effrayante. Le soleil s'était entre-temps levé et éclairait un spectacle de dévastation. Il ne restait pratiquement plus rien des vigoureuses plantes nocturnes. En moins de temps encore qu'il n'en avait mis à se former, elles se décomposaient dans la lumière crue du soleil en une sorte de poussière ou de sable fin et coloré. Çà et là se dressaient les souches de quelques arbres géants qui s'effritaient comme le font les tours des châteaux de sable quand l'eau s'évapore. La dernière plante qui semblait encore résister était celle au sommet de laquelle se trouvait Bastien. Mais quand il voulut se retenir aux pétales, ils tombèrent en poussière entre ses mains et furent emportés par le vent comme un nuage de sable. Maintenant que plus rien n'empêchait de distinguer le sol, il vit aussi à quelle hauteur vertigineuse il se trouvait. S'il ne voulait pas courir le danger de dégringoler, il fallait qu'il essaie de descendre le plus vite possible. Prudemment, afin de ne pas provoquer de secousses inutiles, il sortit de la fleur et s'inclina à califourchon sur la tige qui était maintenant courbée comme une canne à pêche. À peine l'avait-il fait que toute la fleur, derrière lui, tombait, pulvérisée dans sa chute, en un nuage de sable rouge. Bastien continua à progresser avec la plus grande circonspection. Plus d'un autre n'aurait pas supporté la vue des abîmes redoutables au-dessus desquels il flottait, et, saisi de panique, serait tombé. Mais Bastien n'éprouvait aucun vertige et conservait des nerfs d'acier. Il savait qu'un seul mouvement inconsidéré pouvait faire se briser la fleur. Il ne devait pas commettre la moindre étourderie. Il continua lentement à avancer et atteignit enfin l'endroit où le tronc redevenait vertical. Il l'étreignit et se laissa glisser, centimètre par centimètre. Plus d'une fois, de gros nuages de poussière colorée se déversèrent sur lui.
Il n'y avait plus la moindre branche latérale, et quand un moignon de branche saillait encore du tronc, il se brisait aussitôt que Bastien cherchait à s'en faire un point d'appui. Au fur et à mesure qu'il descendait, le tronc devenait de plus en plus gros, et il n'était plus possible de l'étreindre. Pourtant Bastien se trouvait encore très haut au-dessus du sol. Il s'arrêta pour réfléchir à ce qu'il pouvait bien faire. Mais une nouvelle secousse qui ébranla le tronc gigantesque le dispensa de poursuivre ses réflexions. Ce qui restait de la plante s'éboula d'un coup pour former un cône pointu du haut duquel Bastien fut brutalement précipité. Il roula un certain nombre de fois sur lui-même et finit par s'immobiliser au pied du cône. La poussière colorée qui s'éboulait commença à l'ensevelir, mais il parvint à se dégager. Fit tomber le sable qu'il avait dans les oreilles et sur les vêtements et cracha vigoureusement à plusieurs reprises. Puis, il regarda autour de lui. Le spectacle qui s'offrit à sa vue était stupéfiant. Le sable était partout animé d'un lent mouvement de ruissellement. Une sorte de courant étrange, agité de remous, portait le sable ici ou là, l'amassait en collines et en dunes de hauteur et de dimensions tout à fait inégales, mais toujours d'une couleur bien déterminée. Tout le sable bleu clair se ramassait pour composer un tas bleu clair. Le sable vert rejoignait un tas vert, et le violet un tas violet. Perlin se désintégrait pour devenir un désert. Mais quel désert! Bastien était monté sur une dune de sabre pourpre, et il ne voyait rien autour de lui qu'une suite de collines de toutes les couleurs imaginables. Car chaque colline se caractérisait par sa nuance qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. La plus proche était bleu cobalt. Il y en avait une autre jaune safran, derrière scintillait une colline rouge cramoisie, puis venait une indigo, une vert pomme, et d'autres bleu ciel, orange, rose pêche, mauve, bleu turquoise, lilas, vert mousse, rubis, jaune indien, vermillon, bleu lapis lazuli. Et cela continuait ainsi, d'un horizon à l'autre, aussi loin que l'œil pouvait voir. Des ruisseaux de sable doré et argenté serpentaient entre les collines et assuraient la séparation des couleurs. « Voici Coab, dit Bastien à voix haute. Le désert des couleurs. » Le soleil était de plus en plus haut dans le ciel et il faisait chaud à mourir. L'air se mit à vibrer au-dessus des dunes de sable multicolores et Bastien se rendit compte que sa position devenait maintenant délicate. Il ne pouvait pas rester dans ce désert, c'était évident. S'il ne réussissait pas à en sortir, il périrait sous peu. Machinalement, il porta sa main à sa poitrine, là où se trouvait l'emblème de la petite impératrice, dans l'espoir qu'il le guiderait. Puis il se mit courageusement en route. Il escalada les dunes, l'une après l'autre, les redescendit l'une après l'autre. Ses pieds enfonçaient dans le sable. Heure après heure, il progressait, péniblement, sans jamais rien apercevoir d'autre que des collines et encore des collines. Seules les couleurs changeaient sans cesse. Ses ressources physiques fabuleuses ne lui servaient plus à rien maintenant, car la force ne suffit pas pour venir à bout de l'immensité d'un désert. Le soleil était devenu un tourbillon de feu au milieu du ciel. Il y avait déjà longtemps qu'il avait atteint le zénith, et il semblait ne plus vouloir en bouger. Bastien marchait sans relâche. Ses yeux brûlaient, et sa langue avait la consistance d'un morceau de cuir. Mais il ne s'avouait pas vaincu. Son corps était déshydraté et le sang dans ses veines devenait si épais que c'est à peine s'il pouvait encore circuler. Mais Bastien avançait toujours, lentement, pas à pas, sans jamais accélérer son allure, ni s'arrêter, comme le font dans les déserts les marcheurs expérimentés. Il ne prêtait pas attention à la soif qui torturait son corps. En lui s'était éveillée une volonté de faire, dont ni la fatigue, ni la privation ne pouvaient venir à bout. Il se souvint combien il se décourageait vite autrefois. Il avait entrepris des centaines de choses auxquelles il avait renoncé dès la première difficulté.
À l'époque, il se souciait constamment de sa nourriture et éprouvait une peur ridicule à l'idée d'être malade ou de souffrir. Tout cela était loin désormais. Cette traversée du désert des couleurs de Goab, qu'il effectuait à présent, personne ne l'avait jamais entreprise avant lui, et nul autre après lui ne se risquerait à la faire. Et personne n'en saurait vraisemblablement jamais rien. Cette dernière idée remplissait Bastien de regrets, mais on ne pouvait la repousser. Tout laissait penser que Goab était tellement immense que jamais il n'en atteindrait la limite. La perspective de devoir tôt ou tard mourir, malgré toute son endurance, ne lui faisait pas peur. Il supporterait la mort sereinement et avec dignité, comme les chasseurs avaient coutume de le faire dans le peuple d'Atréus. Mais comme personne ne se risquait dans ce désert, il n'y aurait personne non plus pour propager la nouvelle de sa mort. Il serait tout simplement considéré comme disparu, et ce serait comme s'il n'était jamais venu au pays fantastique, ni dans le désert de Goab. Tandis que, poursuivant sa route, il se faisait ses réflexions, une idée lui vint subitement. Il se dit que le pays fantastique était tout entier contenu dans le livre qu'écrivait le vieillard de la montagne errante. Et ce livre, c'était l'histoire sans fin qu'il avait lui-même lue dans le grenier. Peut-être que tout ce qu'il était en train de vivre se retrouvait aussi dans ce livre. Il pouvait donc très bien se faire qu'un autre le lise un jour, ou soit même justement en train de le lire. Dans ce cas, il était possible de faire signe à ce quelqu'un. La colline de sable sur laquelle se tenait Bastien était bleue outre-mer. Séparée d'elle par une petite vallée, il y avait une dune d'un rouge de feu. Bastien alla recueillir dans ses deux mains un peu de sable rouge et revint à la colline bleue. Il répandit sur son flanc une traînée de sable rouge. Puis il retourna chercher du sable rouge et renouvela l'opération à plusieurs reprises. Au bout d'un moment, le sable qu'il avait répandu dessinait 3 énormes lettres rouges sur fond bleu. B, B, B. Il contempla son œuvre avec satisfaction. Personne ne pourrait lire l'histoire sans fin sans voir ce signe de sa présence ici. Quoi qu'il advînt de lui par la suite, on saurait où il avait été. Il s'assit au sommet de la colline couleur de feu et se reposa un peu. Les 3 lettres brillaient sous le soleil cru du désert. À nouveau, une partie des souvenirs qu'il gardait de Bastien qu'il avait été dans le monde des hommes s'était effacée. Il ne savait plus qu'il avait autrefois été très sensible, peut-être même parfois douillet. Sa résistance, son endurance le remplissaient de fierté. Mais déjà, un nouveau vœu s'annonçait. « Je n'ai certes pas peur, se disait-il à lui-même selon son habitude. Mais ce qui me manque, c'est le véritable courage. Être capable d'endurer des privations, de tenir bon dans l'épreuve, c'est magnifique. Mais l'intrépidité, la vaillance, c'est tout à fait autre chose. Je voudrais qu'il m'arrive une véritable aventure, qui exige un courage insensé. Ici, dans ce désert, on ne peut rencontrer personne. Pourtant, ce serait fabuleux de rencontrer une créature dangereuse, qui serait moins hideuse qu'Yggdramoul, mais beaucoup plus dangereuse. Il faudrait qu'elle soit très belle, et en même temps l'être le plus dangereux de tout le pays fantastique. Je l'affronterais et... Bastien n'alla pas plus loin car, au même instant, il sentit le sol du désert vibrer sous ses pieds. C'était une sorte de grondement, mais tellement grave qu'on le ressentait plus qu'on ne l'entendait. Bastien se retourna et vit surgir dans le désert du fond de l'horizon une apparition qu'il ne put tout d'abord s'expliquer. Il y avait quelque chose là-bas, qui filait comme une boule de feu, à une vitesse incroyable. La chose décrivit un vaste cercle autour de l'endroit où se trouvait Bastien, puis, subitement, elle fondit droit sur lui. Dans l'air vibrant de chaleur qui faisait vaciller les contours des objets comme autant de flammes, l'être ressemblait à un démon de feu en train de danser. La peur s'empara de Bastien, et, avant même d'avoir pris le temps de réfléchir,
Il avait couru jusqu'à la petite vallée séparant les dunes rouges et bleues pour se dérober à la vue de l'être de feu qui se ruait sur lui. Mais à peine fut-il en bas qu'il eut honte de sa peur, et la réprima en lui. Il porta la main à sa poitrine, toucha Aurine, et sentit tout le courage auquel il venait justement d'aspirer affluer dans son cœur et le remplir tout entier. Alors il entendit de nouveau ce sourd grondement qui faisait trembler le sol du désert, mais cette fois tout près de lui. Il leva les yeux. Au sommet de la dune rouge feu se dressait un lion gigantesque. Il se trouvait juste dans l'axe du soleil, si bien que sa puissante crinière flamboyait autour de sa face comme une couronne de flammes. Mais cette crinière, de même que le reste du pelage, n'était pas jaune, comme c'est ordinairement le cas chez les lions. Elle était du même rouge feu que le sable sur lequel la bête se tenait. Le lion semblait ne pas avoir aperçu le jeune garçon, minuscule comparé à lui, qui se tenait dans le creux entier de 2 dunes. Il regardait plutôt les lettres rouges qui couvraient le versant de la colline opposée. Puis il fit à nouveau entendre sa voix puissante, grondante. « Qui a fait cela ?»« C'est moi, » dit Bastien. « Qu'est-ce que cela veut dire ?»« C'est mon nom, » répondit Bastien. « Je m'appelle Bastien Balthazar Bux. » Alors seulement, le lion tourna les yeux vers lui, et Bastien eut le sentiment d'être enveloppé d'un manteau de flammes qui allait le réduire en cendres à l'instant même. Mais cette impression ne dura pas. Il soutint le regard du lion. « Moi, je suis Graograman, » dit le puissant animal, le seigneur du désert des couleurs, que l'on appelle également la mort multicolore. Ils étaient face à face, leurs regards se croisaient, et Bastien sentait la puissance meurtrière qui émanait de ses yeux. Ce fut comme un affrontement invisible. Ils mesuraient leur force. Et finalement le lion baissa les yeux. De sa démarche lente et majestueuse, il descendit de la dune. Quand il posa les pattes sur le sable bleu outre-mer, il changea de couleur. Son pelage et sa crinière devinrent bleus également. Le gigantesque animal resta un moment debout devant Bastien, qui devait lever les yeux pour le regarder, comme une souris qui regarderait un chat, puis soudain. Graograman se coucha et inclina la tête jusqu'au sol, devant le petit garçon. « Maître, dit-il, je suis ton serviteur, et j'attends tes ordres. »« Je voudrais quitter ce désert, déclara Bastien. Est-ce que tu peux m'emmener au-delà » Graograman secoua sa crinière. « Cela m'est impossible, maître. »« Pourquoi ?»« Parce que je porte le désert avec moi. » Bastien ne pouvait pas comprendre ce que le lion entendait par là. « N'y a-t-il aucune autre créature, demanda-t-il, qui puisse m'emmener loin d'ici ?»« Comment serait-ce possible, maître ?» répondit Graograman. « Là où je suis, il ne peut exister le moindre être vivant. Ma seule présence suffit à réduire en un petit tas de cendres les créatures les plus puissantes et les plus redoutables à 1000 lieues à la ronde. C'est pour cela que l'on m'appelle la mort multicolore et le roi du désert des couleurs. »« Tu te trompes, dit Bastien, tous les êtres ne sont pas réduits en cendres dans ton royaume. Moi, par exemple, je te résiste, comme tu peux le voir. C'est parce que tu portes le miroitant, maître. Aurine te protège même face à moi, la plus meurtrière de toutes les créatures du pays fantastique. Veux-tu dire par là que, si je n'avais pas le bijou, je devrais moi aussi être réduit à un petit tas de cendres ? Oui, maître. Et la chose se produirait même si, pour ma part, je le regrettais, car tu es le premier et le seul à avoir jamais parlé avec moi. Bastien apporta la main vers Aurine. Merci, enfant lune, dit-il doucement. Graograman se redressa à nouveau, de toute sa hauteur, et abaissa son regard vers Bastien. « Je crois, maître, que nous avons des tas de choses à nous dire. Peut-être que je peux te dévoiler des secrets que tu ignores. Peut-être pourras-tu m'expliquer l'énigme de mon existence, que je ne peux percer à jour. » Bastien hocha la tête. « Si c'est possible, j'aimerais bien boire d'abord quelque chose. J'ai très soif. » « Ton serviteur écoute et obéit, répondit Graograman. Daignerais-tu t'asseoir sur mon dos, maître ?
Je vais te porter jusqu'à mon palais, où tu trouveras tout ce dont tu as besoin. » Bastien sauta sur le dos du lion. Il se cramponna les 2 mains à la crinière dont chaque boucle flamboyait comme un jet de feu. Graugraman tourna la tête vers lui. « Tiens-toi bien, maître, car je suis un coureur rapide. Et puis il y a encore une chose dont je veux te prier, maître. Aussi longtemps que tu demeureras dans mon royaume ou avec moi, promets-moi de ne jamais ôter de ton cou le bijou protecteur sous aucun prétexte. Pas même pour un instant. »« Je te le promets, » dit Bastien. Alors le lion se mit en route, d'une démarche d'abord lente et digne, puis de plus en plus vite. Stupéfait, Bastien observait qu'à chaque nouvelle colline de sable, le pelage de la crinière du lion changeait de teinte, toujours en liaison avec la couleur de la dune. Bientôt, Graugraman se mit à sauter d'un sommet à l'autre en faisant des bonds impressionnants. Il progressait maintenant à une vitesse folle, et ses puissantes griffes touchaient à peine le sol. Le changement de couleur de son pelage se faisait de plus en plus vite, au point que Bastien commençait à ressentir les éblouissements et à voir toutes les couleurs en même temps, comme si l'animal gigantesque n'était qu'une unique opale irisée. Il dut fermer les yeux. Le vent, d'une chaleur infernale, lui sifflait aux oreilles et malmenait son manteau qui flottait derrière lui. Il sentait bouger les muscles du lion sous son pelage et humait sa crinière broussailleuse qui dégageait un parfum sauvage excitant. Il poussa un cri aigu triomphant, qui ressemblait à celui d'un oiseau de proie, et Graugraman lui répondit par un rugissement qui fit trembler le désert. À cet instant, il ne faisait plus qu'un, malgré tout ce qui les différenciait. Bastien était comme ivre, et il ne reprit ses esprits que lorsqu'il entendit Graugraman dire « Nous sommes arrivés, maître. Veux-tu bien consentir à descendre ?» D'un bond, Bastien mit pied à terre sur le sol sableux. Devant lui, il aperçut une colline rocheuse noire et crevassée, à moins qu'il s'agît de ruines d'un édifice. Il aurait été incapable de le dire, car les pierres qui gisaient alentour à moitié recouvertes de sable multicolore, ou qui composaient des portes, des murs, des colonnes et des terrasses complètement écroulées, étaient sillonnées de fêlures et de profondes fissures, et rongées comme si, depuis les temps immémoriaux, des tempêtes de sable avaient émoussé toutes les arêtes et les aspérités. « Maître, » c'était la voix du lion, « voici mon palais et mon tombeau. Entre et sois le bienvenu, toi qui es le premier et l'unique hôte de Graugraman. » Le soleil avait déjà perdu de son ardeur et demeurait suspendu, large disque jaune pâle au-dessus de l'horizon. La chevauchée avait manifestement duré beaucoup plus longtemps qu'il n'avait semblé à Bastien. Les colonnes tronquées ou les aiguilles rocheuses, selon l'interprétation qu'on en donnait, jetaient déjà des ombres très allongées. Le soir ne tarderait pas à tomber. Tandis que Bastien suivait le lion sous un sombre portail qui menait à l'intérieur de son palais, il lui sembla que la démarche de Graugraman était moins puissante, plus lasse, plus lourde. Empruntant un sombre couloir, puis différents escaliers qui descendaient puis remontaient, ils atteignirent une grande porte dont les battants semblaient constitués de cette même roche noire. Quand Graugraman s'en approcha, elle s'ouvrit d'elle-même, et quand Bastien l'eut à son tour franchie, elle se referma derrière lui. Ils étaient maintenant dans une vaste salle ou, pour mieux dire, une grotte éclairée par des centaines de lampes suspendues, dont les flammes rappelaient les flamboiements multicolores du pelage de Graugraman. Au centre de la salle, dont le sol était recouvert de dalles colorées, quelques marches permettaient d'accéder à une plateforme circulaire sur laquelle était posé un bloc de pierre noire. Graugraman tourna lentement vers Bastien un regard qui paraissait maintenant complètement éteint. « Mon heure est proche, maître, » dit-il, et sa voix n'était plus qu'un murmure. « Et nous n'aurons plus le temps de poursuivre notre dialogue. Mais sois sans inquiétude et attends le jour. Ce qui s'est toujours produit va survenir cette fois encore, et peut-être pourras-tu me dire pourquoi. » Puis il tourna la tête en direction d'une petite porte à l'autre extrémité de la grotte. « Va là-bas, maître. Tu trouveras tout ce qui a été préparé à ton intention. Cette chambre t'attend depuis des temps immémoriaux. » Bastien se dirigea vers la porte, mais avant de l'ouvrir, il regarda de nouveau derrière lui. Graugraman s'était couché sur le bloc de pierre noire
et il était devenu noir comme elle. D'une voix qui n'était plus qu'un souffle, il dit « Écoute, maître, il est possible que tu entendes des bruits qui risquent de t'effrayer. Mais ne t'inquiète pas, rien ne peut t'arriver tant que tu portes l'emblème. » Bastien fit un signe de tête, puis il franchit la porte. Devant lui s'étendait une pièce somptueusement décorée. Le sol était garni de tapis moelleux aux coloris magnifiques. Les colonnes étroites qui supportaient une série d'arcades étaient décorées de mosaïques d'or qui réfractaient en milliers d'éclats la lumière multicolore des lampes. Dans un coin se dressait un large divan avec des couvertures douillettes et des coussins de toutes sortes, au-dessus duquel était déployé un ciel de lit en soie bleu azur. Dans un coin, le sol rocheux était creusé pour former une grande piscine dans laquelle fumait un liquide qui jetait un éclat doré. Sur une petite table basse, il y avait des plats et des coupes remplies de mets, ainsi qu'une carafe pleine d'une boisson couleur de rubis, assortie d'une timbale d'or. Bastien s'assit en tailleur devant la petite table et se servit. La boisson avait un goût âpre et sauvage, et étanchait merveilleusement la soif. Les mets lui étaient tous complètement inconnus. Il n'aurait même pas pu dire qu'il s'agissait de pâté, de pois ou de noix. Il y avait des fruits qui ressemblaient à des courges ou à des melons, mais le goût en était tout à fait différent, très relevé et épicé. Il mangea jusqu'à ce qu'il se sentît rassasié. Ensuite il se déshabilla, ne conservant sur lui que l'emblème, et pénétra dans le bain. Il barbota un moment dans l'eau couleur de feu, se lava, plongea et s'ébroua comme un morse. Il découvrit sur le rebord de la piscine des bouteilles d'aspect curieux qu'il prit pour différentes huiles de bain. Il en versa avec insouciance un peu de chaque sorte dans l'eau. Des flammes vertes, rouges et jaunes se mirent à danser en grésillant à la surface, et de la fumée s'éleva. Cela sentait la résine et une odeur piquante d'herbe. Puis il sortit de l'eau, se sécha avec les serviettes moelleuses qui étaient à sa disposition et se rhabilla. Ce faisant, il eut l'impression que les lampes dans la pièce brillaient soudain d'un éclat moins vif. Un bruit frappa alors son oreille, qui lui fit courir dans le dos un frisson glacé. C'était une sorte de crissement, de craquement, comme si un gros bloc de glace venait d'éclater, mais qui se transforma en un gémissement de plus en plus faible. Bastien tendit l'oreille, le cœur battant, et il repensa aux paroles de Graograman qui lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Le bruit ne se répéta pas, mais le silence était presque plus effrayant encore. Il fallait qu'il sache ce qu'il s'était passé. Il ouvrit la porte de la pièce et jeta un coup d'œil dans la grande porte. Au premier abord, il ne découvrit aucune modification, si ce n'est que les lampes jetaient un éclat trouble et que leur lumière commençait à palpiter comme un cœur qui battrait de plus en plus lentement. Le lion était toujours dans la même posture sous le socle de pierre noire et semblait regarder Bastien. « Graograman !» dit Bastien à voix basse. « Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Taise-toi !» Le lion ne répondit rien et ne bougea pas, mais quand Bastien marcha vers lui, il le suivit des yeux. Bastien tendit une main hésitante pour caresser sa crinière, mais à peine l'eut-il touchée qu'il recula, épouvanté. Elle était dure et glacée comme la pierre noire. La face et les pattes de Graograman lui firent la même impression. Bastien ne savait que faire. Il vit les battants noirs de la grande porte s'ouvrir lentement. C'est seulement quand il se trouva dans le long couloir sombre et qu'il descendit l'escalier qu'il se demanda ce qu'il allait bien faire dehors. Il ne pouvait y avoir personne dans ce désert capable de sauver Graograman. Mais le désert n'était plus là. Dans les ténèbres de la nuit, une multitude de lueurs commençait à s'allumer, à scintiller. Des millions de germes minuscules sortaient des grains de sable qui étaient redevenus des graines. Perlin, le bois de la nuit, s'était remis à pousser. Bastien devina soudain que la léthargie de Graograman était, de quelque manière, liée à cela. Il retourna dans la grotte, la lumière des lampes était très faible et tremblotante. Il s'approcha du lion, entoura de son bras son cou puissant et pressa son visage contre la face de la bête.
À présent, les yeux du lion étaient également noirs et morts comme la pierre. Graugraman était pétrifié. Après avoir jeté un dernier éclat, les lumières s'éteignirent et il fit sombre comme au fond d'un tombeau. Bastien se mit à pleurer amèrement et trempa de ses larmes la tête de Pierre. Puis il finit par se rouler en boule entre les puissantes pattes griffues et s'endormit.